Bon, on va pouvoir commencer. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du cas? Les QCM, je pense que ça va, c'est assez classique. Qu'est-ce que vous avez pensé du cas? Est-ce qu'il vous a mis un peu en difficulté? Ça allait? Ça va, ça va, ça va. Oui, ça va, tout le monde, ça va. Ok, parfait, parfait, parfait. Ok, classico, ouais. Ok, ok, bon, bah, ça a l'air d'aller alors. Il était un peu plus fourni à l'origine, mais c'était un peu trop long. Donc, on pourra discuter des petits trucs que j'ai enlevés et voilà, que ça vous donnera des petites infos, des petits tips, des petits trucs en plus. Mais voilà, le but, c'était qu'il soit quand même faisable dans le temps imparti pour le concours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le corriger ensemble. Moi, j'ai déjà préparé une grille qui est la grille que j'ai, comment dire, oulala, je perds mes mots, que j'ai imaginé pour ce cas-là, mais en fonction de ce que vous me dites et de ce que vous ne me dites pas, elle évoluera pour que ça corresponde un peu à vos copies. Donc, tac, j'ai partagé mon écran. Tac, hop, et j'y arrive. Hop. Bon, dites-moi si jamais vous ne voyez pas ou si jamais il y a un petit souci, mais normalement, c'est tout bon. Ok, ok, ok. Donc, bon, je ne vais pas relire l'énoncé, hein. Je pense que ça, c'est ok pour cette partie-là. Donc, c'était de l'infectio. C'était un cas clinique d'infectio qui est quand même assez tourné sur le diagnostic, avec une question de prise en charge, mais c'était très, très diagnostic. Et voilà. Et l'idée de la colle de cet après-midi, c'est que ça va être un peu différent. Ce sera un autre aspect, un autre type de cas. Ça ne va pas faire doublon avec ce que vous avez eu ce matin. Hop. Et sinon, sur la structure, oui, c'était assez classique, hein, comme j'ai vu passer dans le chat, c'était vraiment pas quelque chose d'atypique comme cas. Ok. Du coup, pour la première question, qui est la question du bilan bio et du diagnostic que vous proposez, diagnostic de probabilité en l'occurrence ici, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, hein? Sachant que le but, c'est pas que je parle tout chaud, tout seul, hein. Eh ben, vas-y, prenez le micro et allez-y. Salut, on m'entend? Yes, yes, yes. J'ai commencé par faire l'analyse du bilan bio, comme c'était demandé. La CRP, elle était normale, donc ça montrait qu'il n'y avait pas de syndrome inflammatoire biologique. La glycémie, elle était normale. Les leucocytes étaient légèrement augmentés, du coup, on avait une légère hyperleucocytose. Les PNN, PNE et PNB étaient normaux. Les lymphocytes étaient légèrement augmentés, donc on avait une hyperlymphocytose légère. Les monocytes étaient normaux. Du coup, après l'hypothèse diagnostique, j'ai mis une méningoencéphalite herpétique. Donc, c'est l'association d'une méningite et d'une encéphalite. Du coup, c'est une inflammation des méninges qui est principalement d'origine infectieuse, associée du coup à une inflammation de l'encéphale. Les arguments de contexte, donc c'est un homme de 58 ans qui est aux urgences. Les arguments cliniques, donc on a une fièvre qui est élevée, des céphalées intenses aiguës, puisqu'on nous dit que c'est que depuis 24 heures, une raideur de la nuque et une photophobie, donc ça définit le syndrome méningé. Il manque juste les vomissements, mais on les retrouve pas forcément dans la méningoencéphalite. On a des troubles de la conscience avec un Glasgow à 10, donc c'est un coma léger avec des hallucinations auditives, donc ça c'est des signes neurologiques d'encéphalite. Les arguments biologiques, du coup, on n'a pas de syndrome inflammatoire biologique avec une CRP qui est normale car l'origine, elle est virale et non pas bactérienne ou fongique. Dans ces cas-là, on l'aurait retrouvé plutôt élevé. L'hyperleucocytose légère, l'hyperlymphocytose légère et le reste du bilan, il est normal. Les arguments étiologiques, je savais pas comment le dire, mais je l'ai mis comme ça. C'est le fait qu'il ait des épisodes récurrents avec des bouquets de vésicules aux jonctions des lèvres, donc ce qu'il appelle des boutons de fièvre. Donc c'est une infection herpétique à HSV, donc herpès simplex virus.
Et du coup, comme diagnostic différentiel, j'ai mis tout ce qui va être méningite bactérienne, donc Streptococcus pneumoniae, Listeria, Neisseria, pour lesquels on aurait une CRP élevée. La cryptococose, donc là, ou la toxoplasmose, donc là, on n'a pas de notion d'immunodépression ou de VIH. Le neuropaludisme avec un accès pernicieux, donc là, on n'a pas de notion de voyage ou de retour de zone d'endémie, ou d'autres virus, donc VZV, entérovirus, rubéole. Et là, j'ai mixé l'argument et là, j'ai mis l'argument épidémiologique. Du coup, HSV1, c'est le plus fréquent pour les méningoencéphalites virales et avec euh, un âge médian aux alentours de entre 40 et 50 ans. Ok, donc HSV. Bon, j'ai essayé de tout prendre en note, j'ai pas tout mis, il y a sûrement des trucs qui manquent un peu, mais on va compléter et tout ça. HSV fréquent. Et tu avais dit l'âge. Alors l'âge, ouais, plutôt dans épidémio. Ok, donc je regarde un peu ce que les gens ont rajouté dans le chat. On peut dire qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique, même si les leucos sont augmentés. Donc ça, tu dis ça par rapport à la CRP. Je t'avoue que juste pour une hyperleucocytose, un syndrome inflammatoire biologique, c'est un peu léger. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, c'est quand même plutôt faisceau d'arguments avec la CRP au centre et éventuellement d'autres marqueurs de l'inflammation. Il peut y avoir une élévation de la ferritine, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas trop. Plutôt syndrome infectieux que inflammatoire, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit bien argument épidémiaux, c'est plus chez les personnes immunocompétentes de plus de 50 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi de dire immunocompétent. Bon, ça, on ne peut pas, voilà, juste sur une formule dire qu'il est immunocompétent, mais a priori, toutes les lignées ne sont pas affectées. Il y a quoi? Il n'y a pas de cytopénie, donc on est plutôt tranquille de ce côté-là. Immunocompétent, âge 50 ans. Ok. Donc ça, bon, c'est le truc qu'on vous dit à chaque fois, mais comme ce qui a été dit là, bien classer vos arguments, ce qui est épidémio, ce qui est biologique, ce qui est clinique, ce qui est étiologique. Déjà, ça vous aide, vous, à y voir clair et à ne pas oublier des choses, et puis ça aide le correcteur. Est-ce que c'est souvent le cas dans une infection virale qu'il n'y ait pas de syndrome inflammatoire? Il y a pas de règle générale comme ça où on peut dire une infection virale, pas de syndrome inflammatoire. Là, c'est assez spécifique, notamment de l'HSV, d'avoir un syndrome inflammatoire présent léger ou même absent, comme c'est le cas ici. Est-ce qu'il ne fallait pas s'arrêter à méningite encéphalite virale, étant donné qu'on nous demande l'agent infectieux à la question d'après? Alors, la question d'après, c'est quand même centré sur la description du virus. Ici, pour moi, tu dois préciser quand même, même dans la question 1, le virus comme ce qui a été dit avant. C'est quand même pas mal. Et puis, comme ce qui a été dit, en fait, tu as des signes assez spécifiques de l'HSV. Donc, comment dire, le début rapide. Donc là, on l'a vu, c'est moins de 48 heures l'évolution des signes cliniques. Donc ça, on peut le mettre, ça a été dit, je crois. Je ne l'ai pas marqué, mais début rapide, moins de 48 heures. Ça, c'est un des signes assez spécifiques, en tout cas qui correspond à l'HSV. Plutôt que fièvre élevée, on va plutôt dire hyperthermie, c'est quand même plus joli. Elle est souvent élevée pour l'HSV. Hop. Je regarde un peu ce qui a été dit d'autre. Ok, donc vous êtes beaucoup à ne pas avoir parlé de l'herpès virus, mais du coup, vous avez parlé Vous l'avez juste pas cité, mais vous avez quand même donné les arguments, ou qu'est-ce qui s'est passé Enfin, qu'est-ce que vous avez dit? Déjà, je avec sur la question 2, les arguments. Non, bah alors, il n'y a pas de souci. Si jamais, là, je vois que vous êtes beaucoup à m'avoir dit, enfin, à dire que vous avez
donner ces informations par rapport au virus dans la question 2, c'est pas grave. Je fusionnerai un peu la grille des deux questions et voilà. C'était peut-être mal formulé ou c'est induit en erreur. Si c'est que ça, faut pas vous en faire. Je compterai les points que ce soit dans la 1 ou la 2 pour ça. Oui, tu peux prendre la parole, pardon. J'ai mis un peu de temps à voir ton message. Est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Si. Juste pour moi, du coup, j'ai dit à peu près la même chose pour la question 1, mais j'ai juste centré sur une étiologie virale. Et dans la question 2, du coup, un peu comme ils mettent dans le chat, j'ai précisé du coup que c'était plutôt une méningite herpétique, probablement à HSV1 parce que c'était le plus fréquent. Et Hmm. j'ai remis les arguments à la question 1 en précisant que toute céphalée, convulsion ou coma fébrile doit faire évoquer une méningoencéphalite herpétique. Oui, Du donc ça, tu l'as dit dans la question 1, tu disais, c'est ça? non, dans la question Non. 1, j'ai centré l'étiologie virale. J'ai dit, Hmm. on a, enfin, en gros, que c'était tout pareil. Donc, il y avait une hyperleucocytose légère avec hyperlymphocytose. Tout était normal, la Hmm, CRP est hmm. normale. Qu'on avait une méningoencéphalite et probablement, du coup, d'origine virale. Et du coup, dans la question 2, vu qu'on demandait l'étiologie, parce qu'en fait, virale, ça aurait même pu être, bon, on avait le bouton de fièvre, mais ça aurait pu être un entérovirus ou HSV1, HSV2. Donc, du coup, je pensais vraiment que la question 2, c'était vraiment d'axer sur le plus probable et du coup, HSV1. Du coup, Ah, je pense que j'ai peut-être mal compris la question. hmm. La question 1, j'avais marqué le plus probable aussi hein, dans le truc, enfin Oui, dans l'énoncé plutôt. le diagnostic, c'est pas l'agent pathogène responsable, c'est le syndrome pour moi. Ouais, je suis pas d'accord. Un diagnostic, enfin, ça fait entièrement partie de la physiopathe, de l'étiologie et tout. Mais parce Là, que comme on... dans tous les cas, si c'est viral, la méningite, on est obligé de donner la cyclovir en attendant la résultat de la PCR. Donc, du coup, le diagnostic dans l'urgence, là, maintenant, c'était de dire que c'était viral. Enfin, je sais pas, mais j'ai peut-être mal compris la question, je pense. Mais après, je suis Là, d'accord. c'est oui. Là, c'est la question, c'était pas donner le diagnostic de certitude et tout ça, c'est vraiment bien hypothèse diagnostique la plus probable. Oui, C'était oui. pas ouais. Non, mais je pense que c'était juste une question de ranger les arguments dans quelle question. Je pense qu'au final, on avait tous compris que c'était Oui, herpès. oui, que c'était une herpès. Oui, je pense que c'est Ah. plus important. Voilà. Mm. Voilà. Du coup, moi, C'est j'avais non. juste rajouté que du coup, c'était qu'on devait forcément évoquer du coup un herpès devant une céphalée, une convulsion ou un coma fébrile. Voilà, c'est tout ce que j'avais rajouté par Mm, rapport à Gaspard. mm, mm. Ok. Ok. En tout cas, la phrase que tu as dite, c'est hyper important. Il y en a plein un peu en infectio, mais aussi dans d'autres, en biochimie, je crois qu'il y en a un peu aussi. Ces phrases de l'encéphalite herpétique doit être évoquée devant toute encéphalite, du fait de sa fréquence, sa gravité. Bon, voilà, c'est les petites phrases un peu bateau, mais qui sont attendues, je pense, dans ce type de questions. Tac, tac, tac. Il y a quelqu'un qui dit on n'avait pas encore la PCR. Oui, mais là, c'était vraiment, encore une fois, c'est pas du tout un diagnostic de certitude hein, qui était demandé. C'était vraiment hypothèse diagnostique. Mais voilà. Bon, après, j'ai bien compris le, la séparation entre les deux questions et dans la grille, je compterai que vous en parliez dans la première ou dans la deuxième. Mais tac. Il manque la photophobie. Oui, alors, c'est pas, il n'y a aucun signe qui est obligatoire, hein. Enfin, dans le sens, c'est pas un critère diagnostique absolu de d'une méningite, tout ça. Mais voilà. En l'occurrence, là, il y avait l'hypersensibilité à la lumière. Je pense que même si c'est pas marqué photophobie, c'est déjà pas mal quand même. Du coup, pour reprendre un peu, je rajoutais ce qui a été dit. Donc, la clinique, hyperthermie plutôt que fièvre, c'est pas mal. Les céphalées intenses et aiguës, donc ça, c'est ce qui va avec le début rapide. Je vais le mettre là plutôt. Hop, tac. On avait, hop, raideur de la nuque, ça a été dit, c'est ici. Photosensibilité. Hop. En fait, dans les énoncés, vous n'avez pas tout le temps le mot à côté directement. On peut vous décrire les symptômes,
et vous devez donner le terme médical adéquat. Par exemple, là, pour les boutons de fièvre, c'est pas un terme médical, le bouton de fièvre, mais donc c'est une éruption, donc une réactivation de l'HSV en forme labiale. Il y a quelqu'un qui est dans Ah, on n'a pas nausées, vomissements. Oh, pardon. Je crois que ça a été dit à l'oral, j'ai recopié, mais en effet. C'est pas les entérovirus les plus fréquents. Alors, les étiologies des encéphalites infectieuses, dans à peu près un cas sur deux, en fait, on n'a pas d'étiologie. Donc, on ne sait pas l'étiologie. Ensuite, le premier germe impliqué, bon, germe pour un virus, c'est pas très adapté, mais c'est l'HSV. Donc, c'est 22% des cas d'encéphalite infectieuse. Ensuite, c'est le VZV, donc virus de la varicelle. Ensuite, c'est Mycobacterium tuberculosis. Ensuite, la listériose. Et ensuite, les autres virus. Et puis, les autres bactéries. La triade du syndrome méningé. OK. Alors, vous allez avoir les vomissements ici que on ne voyait pas, mais ce n'est pas forcément grave. La raideur méningée et les céphalées intenses. Je peux répéter l'ordre des pathogènes? OK. Bah, si vous voulez, je peux le marquer là. Dans étiologie. Alors, le premier c'est pas d'identification. Donc, on ne sait pas, c'est à peu près un cas sur deux. Ensuite, HSV. Ensuite, VZV. Ensuite, M. tuberculosis. Si j'arrive à l'écrire. Tuberculosis. Ensuite, la listeria. Ensuite, les autres virus. Et ensuite, les autres bactéries. Donc, ça, on peut mettre argument fréquence. On voit que l'HSV, il est là. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop, il est là. Hop. Donc, je vais aussi étiologique. Je vais mettre la phrase classique à mettre. Hop. L'encéphalite herpétique doit être évoquée devant toute encéphalite du fait de sa fréquence, gravité et l'existence d'un traitement efficace. Hop. Ah, et quelqu'un qui rajoute urgence. Ouais, ça, c'est intéressant aussi à dire quand on a un diagnostic. Est-ce que c'est quelque chose qui va nécessiter une hospitalisation? Bon, ça, c'est plus de la prise en charge, mais dire que c'est une urgence, ça, c'est pas mal. Donc, je ne sais pas où je vais le mettre. Hop. Non, là, ce que je viens de dire, c'est les fréquences des encéphalites. La liste ici. Fréquence encéphalite infectieuse. Hop. Non, ouais, non, la triade, il n'y a pas la photophobie. C'est céphalée intense, vomissement et raideur ménagée. Raideur ménagée, oulala. Raideur de nuque, pardon. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à compléter un peu qui apparaissent pas? Moi, j'ai d'autres trucs à rajouter qu'on n'a pas mis. Pas de purpura. Ok, ça veut dire quoi, du coup, qu'il n'y ait pas de purpura?
OK. Donc ça va être diagnostic différentiel. OK. Les hallucinations auditives, ça, c'est hyper important. C'est ça qui vraiment définissait, qui était un argument majeur pour l'encéphalite. Non, non, c'est pas un critère d'exclusion, hein. D'exclusion, pardon. Oui, bien sûr, tu peux avoir une méningite à méningocoque sans avoir de purpura. Mais encore une fois, en fait, la question, c'est hypothèse diagnostique la plus probable. Tous les cas ne sont pas avec, comment dire, des critères diagnostiques directement dans l'énoncé et on vous demande de faire un diagnostic de certitude. Voilà, là, c'est vraiment juste quel est le plus probable, quelle est l'hypothèse la plus probable. Et là, très clairement, il n'y avait pas de doute. Hop, trouble de la conscience, ça y est. Et il y avait aussi étiologie, les récurrences. Herpès labial. Hop. Ok, argument biologique, l'hyperleucocytose, l'hyperlymphocytose. On est d'accord. Avec les PNN et les lymphocytes, ça vous oriente aussi vers plutôt une étiologie bactérienne ou une étiologie virale. Dans les diagnostics différentiels qui ont été cités, tac, il y avait les méningites bactériennes, on est d'accord. Tac, tac, tac. Il y a un truc tout bête aussi, qui n'a pas été dit, mais auquel il faut penser, c'est les encéphalites non infectieuses. Donc typiquement auto-immune. Hop, tac, tac, tac. Il y a autre étiologie virale. Hop. Tac, ça, je l'ai mis plus haut. OK. Bon, celui-là, pas si on le laisse, mais... Tac, tac, tac. Pourquoi les hallucinations auditives sont importantes pour l'HSV? Alors, elles sont pas... Alors, elles sont importantes pour l'HSV, mais elles sont importantes pour les encéphalites de manière générale. Tous les signes qui peuvent compléter les signes de méningite par des signes neurologiques, on va définir ça comme des encéphalites. Cette phrase n'était pas très claire. Quand tu as des signes neurologiques, ça te oriente vers une encéphalite. Voilà, c'était peut-être plus clair dit comme ça. Vous pouvez parler d'insolation dans le diagnostic différentiel. Ouais, alors on va plutôt le mettre comme ça. Tac. Hop. Tumeur, hémorragie. Ah, c'est bien. Il y en avait que j'avais mis, je n'osais pas les mettre, mais ça va, vous les citez vous-même. OK. OK, OK. Est-ce que ça vous va pour la question 1, là? Et on va parler de la l'HSV après. Un rappel sur le score de Glasgow. Alors, le score de Glasgow, c'est pour évaluer l'état de conscience des patients. C'est un score qui est sur 15. Plus le score est bas, plus l'état de conscience est altéré. Donc, plus tu es bas, moins tu es conscient, quoi, en gros. Et c'est un score qui est assez rapide à calculer. Les pompiers et le SAMU le font très rapidement quand ils ont des patients qu'ils doivent prendre en charge. Dedans, il y a, je crois, c'est ouverture des yeux, réponse verbale et réponse motrice. Donc, est-ce que le patient ouvre les yeux lui-même à la demande des médecins ou des paramédicaux? Réponse verbale, c'est est-ce que il peut tenir une conversation? Est-ce que ses propos sont confus, incohérents? Et la réponse motrice, bon, bah, ça, est-ce qu'il obéit aux ordres verbaux? Mais ça, le score de Glasgow est pas, enfin, vous n'avez pas à devoir calculer un score de Glasgow pour un patient au programme de l'internat. On soit bien d'accord.
Ouais, l'inversion de formule, c'est quand tu as plus de lymphocytes que de polynucléaires là, neutrophiles, mais moi, je sais que j'utilise pas ce terme. C'est Enfin, moi, j'avais le souvenir de mes profs qui disaient que c'était pas vraiment un terme qu'on utilisait, en fait. Donc, on doit préciser la physiopathe à chaque fois dans les cas ou pas. Alors, normalement, oui, tu dois toujours rajouter une petite. Enfin, tu dois toujours. Si tu peux, tu rajoutes une petite phrase à ce sujet, ouais. Mais là, ça a été fait hein, par Gaspard. Il l'avait dit, j'ai pas recopié, mais il l'avait fait. Ok, bon, bah, moi, je trouve que c'est pas mal déjà là pour cette première question. On a dit plein de choses. Hop, on peut passer à la suivante, je pense. On peut parler du virus, si ça va à tout le monde. Est-ce que quelqu'un... Bon, du coup, on a bien vu, hein, l'agent infectieux le plus probable, c'était bien l'HSV. Ça va, tout le monde est d'accord. Plutôt lequel là, entre les deux HSV? Ok, bon, bah là, c'est unanime. Oui. C'est bien l'HSV 1, le plus probable. Ouais, les deux sont possibles. Tout comme pour les infections, c'est vrai qu'on a plutôt cette image en termes de fréquence avec l'HSV1 plutôt herpès orofacial, les encéphalites, et l'HSV2 plutôt ce qui va être lésion génitale, transmission lors de l'accouchement, etc. Mais en fait, les deux sont possibles aux deux niveaux, hein. Vous pouvez avoir des lésions d'HSV1 génitales et une méningite, enfin une encéphalite à HSV2. Est-ce que quelqu'un veut donner ses caractéristiques à ce petit virus? Veut le décrire? Des réponses, ok. Alors là, on me dit que c'est un herpès viridé. Herpès viridé, je suis d'accord. Que... Tac. On me dit qu'il est enveloppé, je suis d'accord. Enveloppé. On dit que son ADN est bicaténaire, je suis d'accord. Plein de choses. On parle de la capside, je vais la mettre là. Eh bien, icosaédrique. De toute façon, c'est facile, hein. Si vous ne savez pas trop, vous dites icosaédrique. En termes de stats par rapport aux virus qui sont au programme, vous ne prenez pas de grands risques. Le genre, c'est bien simplex virus. ADN, il est aussi linéaire, je suis d'accord. Alors, attendez, je remonte un peu. Ouais, c'est un virus de grande taille. Bon, je l'avais pas mis, mais on peut mettre, si vous voulez, taille grande. Hop, ok. Pathogène strict de l'homme, ubiquitaire, dermoneurotrope. Ok, ça c'est vrai que dermoneurotrope, c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre ici aussi, hein, étiologique en parlant du virus, pour ceux qui ont parlé du virus dans la première question. Euh, oui, les virus enveloppés, ils sont moins résistants à l'environnement. Capacité de latence, ok. Voilà, après, ça vient vraiment là dans la physiopathe du virus et tout. Là, c'était pas attendu pour cette question. Mais je peux le marquer là si vous voulez, mais il n'y aura pas de point pour ça. Mais en effet, hein, il y a une latence et les bouquets de vésicules au coin des lèvres, ce qui était écrit ici, c'est bien une réactivation du virus. Et chez ce patient, il y a tout à penser que son encéphalite est secondaire à une réactivation.
Dermoneurotrope, c'était attendu. C'est pas une caractéristique structurelle dermoneurotrope. C'est de la physiopathe où il a un tropisme, donc où il va aller se multiplier, où il va avoir un effet pathologique et tout ça. C'est pas une structure en lui-même. Non, 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 c'était pas attendu, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai pas là, c'est pour ça que je l'ai pas mis en gras. C'est pas quelque chose que j'attendais, mais voilà, on peut en discuter. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait plus dans la question 1, là où on parlait du diagnostic, comme on avait à la fois une localisation cutanée et une localisation euh, cérébrale. Voilà. Bon, après, les glycoprotéines transmembranaires, je vous avoue que je pense pas que ce soit attendu à ce point-là. Donc voilà, pour cette question 2, c'était assez court, hein. Fallait pas trop non plus, pas trop s'embêter. OK. Ensuite, la question 3, qui était une autre question de bio, avec cette fois, du coup, la ponction lombaire qui a été faite et le prélèvement de LCR, LCS, peu importe. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro et commenter ce bilan bio et parler un peu de pourquoi est-ce qu'on dose ou détecte ou cherche ces éléments dans le LCR pour le cas de notre patient? Non, vous n'avez pas trop l'habitude de faire les analyses de bilan bio du LCR? Alors, dans le chat, j'ai quelqu'un qui dit légère hypoglycorachie, hyperprotéinorachie, hypercellularité, pléocytose à lymphocytes, PCR positif confirme l'infection à l'HSV. Alors, méningite virale, est-ce que là, méningite virale, c'est adapté par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a dit pour la question 1? Et est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qui a été fait pour l'analyse du bilan bio ou pas? Parce que pas moi. Donc, ça me rassurait si vous ne l'étiez pas non plus. Ouais, je vois là Je vois une réponse. Là, la glycorachie, elle était normale en elle-même, hein, par rapport aux valeurs directes d'interprétation de la glycorachie données par le CNCI. C'est entre 2,5 et 3,5. Donc là, c'était bon. L'aspect, j'ai vu que les gens en parlent, c'est important. Tu peux prendre la parole, ouais, vas-y. Du coup, moi, j'ai classé par analyse à chaque fois. Donc, j'ai commencé par mettre l'analyse macroscopique de l'aspect du LCR. Donc là, j'ai mis que du coup, c'était clair eau de roche et que du coup, la norme, c'était clair eau de roche. Donc, du coup, c'était plutôt une origine virale ou sinon, bah, il n'y avait pas de, enfin, il y avait rien. Et du coup, j'ai mis qu'on écartait une origine bactérienne parce que sinon, le LCR, il serait plutôt trouble avec eau de riz. Ensuite, j'ai mis l'analyse biochimique du LCR. Donc là, j'ai mis le LCR du glucose. Donc, c'est ce qu'on a dit. J'ai mis que c'était du coup normoglucorachie. Donc, pas de consommation bactérienne. Donc, parce que du coup, sinon, il y aurait eu une hypoglucorachie. Donc là, pour les normes, c'était 2,5, 3,5 millimoles par litre. Donc, c'est 2 tiers de la glycémie veineuse. Donc là, on pense à une atteinte virale. Ensuite, pour le LCR des protéines, du coup, la norme, c'était 0,15, 0,30. Donc là, il y a une hyperprotéinorachie. Pour les LCR, du coup, la norme, c'était 120, 130. Donc là, il y a une normochlorurachie. Ensuite, j'ai mis l'analyse cytologique du LCR. Donc là, j'ai mis que c'était l'étude de la formule leucocytaire en cellules de Malassez. Donc du coup, la norme, c'était inférieur à 5 éléments par millimètre. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit. Et du coup, j'ai mis pléocytose avec une hypercellulorachie avec prédominance lymphocytaire. Donc là, ça oriente aussi vers une étiologie virale parce que l'étiologie bactérienne, c'est plutôt une prédominance au niveau des PNN.
Ensuite, j'ai mis analyse microbiologique. Donc là, du coup, c'est au microscope optique. Donc, c'est pour analyser le LCR examen direct. Donc là, on a une absence de bactéries à l'examen direct après la coloration de Gram. Donc, ça confirme bien qu'il y a une absence de bactéries et que c'est plutôt une étiologie virale. Et enfin, du coup, pour la PCR en LCR positive, donc là, c'est du coup une biologie moléculaire pour l'étude du génome viral. Et du coup, elle est positive. Donc, j'ai mis que c'était bien une atteinte par le virus qu'on pensait, donc du coup, une méningoencéphalite herpétique. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est parfait comme tu as fait. Du coup, c'est bien classer les différentes valeurs qu'on a eues avec la biochimie, la cytologie et tout ça. C'est un peu ce que j'attendais en disant citant le nom. Donc, c'est super. Pareil pour l'intérêt diagnostique de chacune des analyses. Juste un truc que je préciserai pour l'aspect du LCR. Donc, comme tu as dit, normalement, physiologiquement, il est censé être eau de roche. Et pour les étiologies virales, on s'attend à ce qu'il soit eau de roche aussi, puisqu'il ne va pas être troublé par la présence des virus. Il y a juste deux étiologies qui ne sont pas virales, mais qui vont quand même donner des LCR clairs, eau de roche, qui ne vont pas être purulents. La tuberculose, non? Je sais pas. Ouais, la tuberculose. Et sinon, un parasite? Il y Je a veux dire, fongique, non? La le cryptococcus, non, cryptocoque. Ouais, c'est Ouais. ça. Le cryptocoque, ça va être clair. Donc ça, c'est bien. Voilà. Faut pas juste se dire eau de roche, c'est forcément viral, hein. Il y a des étiologies bactériennes, fongiques pour lesquelles il va y avoir quand même un, un LCR clair. Ok, ok. Donc ça, tout a tout dit. La numération, la formule. Hop, hop, protéines rachées, glycorachie. Ok, l'examen direct, la PCR. Comme, alors j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui disait que le prélèvement était indispensable, ça on est bien d'accord. Intérêt diagnostique thérapeutique. On verra après dans la prise en charge, mais ouais, ça c'est important à dire. Alors, je vais commencer à écrire des trucs un peu quand même. Et s'il y a des gens qui ont des choses à rajouter, n'hésitez pas à prendre le micro hein, pendant que j'écris un petit peu. Hop. Hyperprotéinorachie. Ouais, elle est mais inférieure à 1 gramme par litre. Ouais, en fait, ça, c'est vraiment du détail. Tu as raison, mais c'est vraiment du détail. Mais pour l'encéphalite herpétique, elle est comment dire, la protéinorachie est inconstante. Donc, on ne s'attend pas forcément à avoir des protéinorachies massives. Donc voilà. Mais bon, c'est vraiment du détail, hein. Je n'attendais pas à ce que ce que vous le disiez, mais bon, voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux nous dire les caractéristiques de méningite de tuberculose? Euh, On peut faire un point à la fin, je pense, plutôt. À la fin de la conf, on en parle. Mais sinon, là, ça risque de mélanger un peu tout. Hop. Repose la question à la fin et on en parle. Et j'en parle. Tu as détaillé la PCR. Je ne sais pas si c'était attendu. Euh, J'avoue que j'attendais pas. Tu veux dire la méthode, comment elle fonctionne? Écoute, si tu l'as mis, c'est très bien. C'est vrai que c'est quand même pas forcément la priorité. Je pense pas qu'il y aura des points là-dessus. Examen macroscopique, ouais. Pour l'aspect, ouais. Juste 3 mots qualitative, ADN, rapide, amplification. Ok, soit. Sachant que la PCR, c'est pas que qualitatif, hein, il y a la quantitatif aussi. Quantitatif. Ouais. Alors, pour le ratio, donc glycémie et glycorachie, dans l'autre sens, plutôt glycorachie sur glycémie. En effet, pourquoi est-ce que c'est important?
de se poser la question du contenu plasmatique en glucose quand on veut interpréter une glycorachie. Parce que ça va ensemble, ouais, je suis d'accord, c'est la même chose qu'on cherche, mais pourquoi? C'est tout bête, hein. Oui, c'est ça, si tu as une glycémie anormale, tu vas aussi avoir une glycorachie anormale, en fait. Ça diffuse, hein, c'est tout en équilibre. Donc, si tu as un patient qui est vraiment en hypoglycémie, bah, tu vas t'attendre à retrouver une valeur dans l'LCR diminuée et inversement, s'il est en hyperglycémie, d'avoir une valeur dans l'LCR augmentée. OK. Alors ensuite, il y avait la question du seuil. Du pourcentage de ce ratio, de la proportion pour laquelle, oui ou non, on va considérer qu'il y a vraiment une glycorachie faible. C'est vrai qu'on voit beaucoup le 2/3, mais je me suis basé sur le PILI, qui est vraiment pour le chapitre sur les encéphalites infectieuses, dont l'encéphalite herpétique, prend vraiment 50%, donc 0,5 pour le rapport. Donc voilà. J'ai pas vu dans le livre des profs ce qui était décrit. Il y a de grandes chances que ce soit le 2/3, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit un peu partout. Mais dans le PILI, c'est donc dans le gros PILI, c'est 0,5. 2/3, c'est pas le rapport. OK. Oui, bah oui, c'est pareil. C'est 2/3 de la glycémie, quoi. OK. Moi, je faisais toujours avec le rapport et à 0,5. C'est la valeur qui est dans le PILI. Donc ouais, 2,5, 3,5, en fait, c'est la valeur absolue sans prendre en compte la glycémie. Oui. Bon, en tout cas, pour moi, peu importe l'interprétation que vous faisiez, c'était dans tous les cas pas en hypoglycorachie, puisqu'on était à plus de 50% enfin, oui, à plus de 50% de la glycémie. Et aussi, on était dans les intervalles donnés par les valeurs biologiques à connaître. OK. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il y a un seuil de nombre de leucocytes par millimètre cube? Oui. Bah, tout le monde t'a répondu, du coup. Voilà. Hop. J'ai pas écrit beaucoup de choses sur cette page, c'est pas bien. Mais ça a été tout dit, je ferai mieux pour la question prochaine. Hop. Du coup, comment est-ce qu'on le prend en charge, ce patient? Ah, quelqu'un peut prendre le micro, peut-être? Il n'y a pas de surprise, hein. Non, bon, bah, je vais lire ce que vous mettez alors. Alors, acyclovir IV, oui. OK. Hospitalisation urgente, je suis d'accord. Hospitalisation. Hop. Traitement symptomatique, bon, bah, ça, on va en parler après, mais il faut citer des trucs. Donc ça, c'est quoi? C'est un traitement quoi, celui-là? C'est traitement étiologique. OK. Faut citer antalgique, antipyrétique, repos, hydratation, OK. Étiologique ou spécifique, c'est pareil. Tac. Dans cette question en détail, le mécanisme d'action de la cyclovir, oui. Pour moi, dès que tu donnes un médicament comme ça, alors, pour autant qu'il n'y en ait pas 50 000, mais là, tu as un seul médicament dont tu parles, c'est attendu que tu parles de la cyclovir quand même, de comment ça marche, est-ce qu'il y a des contre-indications là ou quelque chose comme ça. Il faut donner en effet des infos là-dessus. Du coup, est-ce que vous avez des infos là-dessus?
C'est un antiviral, ok. Antiviral. Ça, analogue de la guanosine. Hop. On parle en effet, dans le chat, d'une triphosphorylation. On est d'accord. Si j'arrive à l'écrire aussi. Phosphorylation. Et après, est-ce que vous précisez quelque chose d'autre pour la triphosphorylation? C'était dans les QCM aussi, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, triphosphorylation. OK. Ok, ok. Spécifique, sélectif, d'accord. Inhibiteur de la polymérase. Donc, de quoi la polymérase, il faut préciser quand on parle des virus. C'est la polymérase. Ouais, c'est bien ADN, hein. C'est marqué dans voilà. ADN polymérase, on est d'accord. L'inhibition, bon là, après, c'est du détail, mais je vous le mets là au cas où. Indirect et compétitif. Ouais, il y a des résistances. On est d'accord. Ouais, là, je vois d'autres mots. Virostatique. Adapté si insuffisant rénal. Ça, c'est super important. D'accord. Ouais, ça, c'est hyper important. Moi, si vous n'aviez pas de valeur de créate ou quoi que ce soit, hein, mais important à dire. C'est ça, bonne tolérance parce que dans les cellules infectées, donc moi, au niveau des effets indésirables, j'en avais pas mis dans la grille. À part dire bonne tolérance, voilà, il n'y a pas d'effet spécifique indésirable. Voilà, ça va être juste des trucs céphalées, nausées, vomissements, comme on retrouve un peu de partout, mais encore, c'est très peu fréquent. Hop. Contre-indication, bah, pareil. Il va y avoir l'hypersensibilité, mais bon, aucun intérêt à mettre. Enfin, je veux dire, aucun intérêt à mettre. C'est commun à tous les médicaments, quoi, je veux dire. Pour le traitement, OK. Alors là, je vois plusieurs choses. Vous dites tous 21 jours. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Je vois du 2 semaines aussi, OK. Est-ce que vous savez comment on fait la différence entre est-ce qu'on va traiter 14 jours ou est-ce qu'on va traiter 21 jours? Sachant qu'on est d'accord on va réévaluer, mais le 21 jours, c'est si le patient il est immunodéprimé. On va... déprimé. Voilà. Sinon, c'est 14 jours classiquement. Je vais le mettre comme ça. Oh, 21 jours. Tac. Ok. Bon, négativation de la PCR. La PCR, là, en l'occurrence, tu l'as faite sur le LCR. Est-ce que tu vas enfin, tu vas faire des ponctions lombaires à ton patient jusqu'à ce que tu négatives C'est pas très gentil quand même. Donc non, si le patient il évolue bien sous son traitement paracyclovir, ce qui est quand même le cas un peu tout le temps, on va pas refaire une PL pour vérifier qu'on a négativé le LCR. Si jamais, par contre, voilà, ça fait 10 jours qu'il est traité et que son état s'aggrave, oui, on va se dire qu'en fait, on a peut-être loupé une étiologie, en fait, hein. Mais, c'est dans le debug pourtant. Ah bah peut-être alors. Mais en tout cas, c'est pas dans le pili. Je regarde, ils disent bien qu'elle est primordiale pour le diagnostic. Et ouais, non, tac.
Ok. Non. Non, non, là, dans le Pili, j'ai pas. Donc, je fais plus confiance au Pili qu'au Debug. Mais voilà, à voir ce que les autres en pensent. Mais pour moi, c'est pas du tout systématique, hein. C'est comme je disais, seulement si ton patient se dégrade, qu'il n'y a pas d'amélioration. Dans ce cas-là, oui, parce que tu vas chercher une autre étiologie, en fait. Mais pas du tout. Ah, mais il y a quelqu'un qui précise, non, le debug, c'est si évolution défavorable. Ok, bah on est d'accord alors, c'est ça. On parle de relais Pérouse. Alors, c'est vrai que là, j'avais pensé à la prise en charge hospitalière, mais ouais, tu peux. Tu peux. Là, j'ai vu quelqu'un qui avait précisé valacyclovir par rapport à la cyclovir là, qui en IV. Euh, bon, je suppose que vous savez pourquoi, mais c'est que la cyclovir, la biodisponibilité par voie orale, elle est très très faible. Je crois que c'est une dizaine de pourcents, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est qu'on utilise le valacyclovir, qui est une prodrogue de la cyclovir. Ok, ok. Juste pour là, on pouvait préciser paracétamol si on voulait, sans décrire la molécule, mais. Et ça a été dit un peu déjà, mais je vais le formaliser ici, suivi. On va pouvoir suivre la température. Et puis examen neuro, parce qu'on avait vu quand même que le patient, il avait des hallucinations auditives, il n'allait pas très bien quand même. On va suivre ça. Hop. Est-ce qu'il faut chercher la mutation de la thymidine kinase? Pour moi, c'est pas du tout systématique, hein. C'est-à-dire que sur ton prélèvement d'ACR, tu vas pas chercher sur ta PCR d'HSV s'il y a la mutation. Ce sera peut-être le cas dans quelques années si jamais il y a vraiment des résistances acquises importantes. Mais est-ce que le pilier étudiant est mieux que le TOEFL? Ah bon, pas facile de répondre. Moi, quand j'ai passé le concours à l'époque, il n'y avait pas les livres des profs encore. Donc, j'avoue que je les connais assez peu. Je les ai feuilletés, mais je n'ai pas travaillé avec eux. Donc, c'est assez dur de dire si eux sont meilleurs ou pas. Moi, j'avoue que j'avais travaillé avec le Pili. Le Pili, c'est très bien parce que tu es sûr que c'est à jour. C'est vraiment fait par des profs, pas par des internes. La partie traitement est évidemment à étoffer, hein. Il n'y a pas de pharmaco dedans, donc il faut compléter de ce côté-là. Mais en termes de critères diagnostiques, d'examens biologiques à réaliser et tout, je trouve que le Pili, c'est pas mal, hein. Oui, dans le Pili des profs, oui, c'est là que j'ai sous les yeux. C'est bien précisé, en effet, qu'il n'y a pas d'intérêt démontré du traitement antiviral dans la méningite herpétique de l'immunocompétent. On est bien d'accord. Mais c'est quand même fait, en fait. Donc voilà. Et c'est quand même la recommandation, en fait, hein. Si tu regardes juste la phrase au-dessus, c'est une urgence thérapeutique qui doit être traitée par acyclovir 10 mg par kilo par 8 heures par voie IV. Voilà. Pili trop détaillé. Alors attention, il y a deux pili, hein. Il y a le pili tout court, euh, qui est l'ECN pili, là, le livre qui est beaucoup plus petit et qui est pour les gens qui passent les ECN, mais enfin maintenant les EDN. Et après, il y a le pili des profs, enfin prof, peu importe prof ou pas prof, mais le E-pili, quoi, qui lui est massif. C'est évidemment pas un support de révision, c'est un support pour faire tes fiches, répondre à tes questions et tout ça. Mais oui, évidemment, le Pili 2020, là, celui qui fait je ne sais plus combien de pages, là, 700 pages, oui, évidemment, tu ne révises pas avec, hein. Et tiens, on va préciser là, comme ça a été demandé, PL de contrôle seulement si dégradation. Oh. Ok, ok. Et dernière question de ce cas, et après, on va tous pouvoir aller manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manifestations cliniques qui peuvent être dues à notre ami l'HSV? Herpès génital, ok.
On est d'accord. On va pouvoir préciser un petit peu chez la femme et chez l'homme. Tac, tac, tac. Alors, attendez, il y a plein de... Il faut que j'aille tout doucement. L'herpès oculaire, on est d'accord. Alors, il y a un petit nom. Là, j'ai vu kératite passer, il me semble. Ça va trop vite. Oui, j'ai vu kératite passer, donc c'est bien ça. C'est la kératoconjonctivite. Et l'hépatite fulminante, on est bien d'accord. Chez les patients immunodéprimés. J'ai vraiment mal écrit hépatite fulminante. Hop, ok. Ouais, herpès néonatal, ok. Ouais, bien. Forme cutanéo-muqueuse, on est d'accord. Neurologique, systémique, parfait. Il y a celle quand même, je le reprécise là, l'herpès labial qui était présent chez ce patient, mais qui n'était pas le sujet du cas. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez ou pas? Aïe, 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 aïe. Tu es tombé dans le piège. J'ai vu herpangine tomber. Est-ce que l'herpangine, c'est dû au virus, c'est dû aux HSV? Eh oui, c'est pas l'HSV. Donc attention, c'est le piège. Je suis d'accord qu'on a envie de le dire, hein. Ça nous appelle quand on le voit comme ça, mais non. L'herpangine, c'est les coccidiovirus. Je crois qu'il y a un peu certains antirevirus, mais surtout pas l'HSV. Par contre, tu peux avoir une angine herpétique. C'était pas comme ça, c'est écrit avec un. Oui, oui, c'est le piège. Ça, je sais pas si vous saviez, mais attention. Ok. Bon, bah là, on a fait le tour, je pense. Pneumonie diffuse chez l'immunodéprimé. J'avoue que je ne l'avais pas noté. Je peux le regarder. Tac, 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 tac. Je regarde, hein. Oui, après, c'est vrai qu'il y en a plein d'autres, hein, quand même. Le panari herpétique, la rétinite nécrosante herpétique, la pustulose varioliforme de Kaposi-Juliusberg. Tac, tac, tac. Il peut y avoir des ulcérations œsophagènes et trachéales. En effet, une pneumopathie interstitielle. Allez, hop. Dég avant de manger. Ah, désolé. Il y a une nana, mais il y a un cas de pneumonie à HSV. Oh là là, c'est pas sympa ça. Et je vois qu'elle vous tient à cœur, donc je vais la mettre. Hop là, et c'est pour l'immunodéprimé aussi. Voilà. Tac. Ok. Est-ce que ça va? C'est clair pour vous ce cas ou pas? On met pas de la dexaméthasone pour là? Pour l'encéphalite herpétique? Pourquoi est-ce que tu voudrais mettre de la dexaméthasone? Mhm. Pour la tutu, ouais, je suis d'accord. Tuberculose neuroméningée, ouais. Mais non, non, pour moi, il n'y a pas d'exa, hein. Là, j'ai pas de doute.
là-dessus. Mais peut-être que quelqu'un a d'autres informations, mais je crois que tout le monde a l'air d'accord. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Ce cas est clair comme l'ULCR. Ah bah parfait. Parfait, parfait. Et bah on se retrouve et ben on se retrouve ce soir à 18 h pour l'autre call qui sera différente, qui ne sera pas une call diagnostic cette fois. Enfin, pas autant que ce cas-là. Et bah bonne app à tous. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui savent. Je vois qu'il y en a qui se doutent ce que ça va être. Et oui. Et oui, oui. Allez, à toutes. Je ne sais pas si on m'entend. Oui.
Ah, voilà, juste une petite question, désolée, mais j'en ai pas pour longtemps. Et juste une autre petite question pour la question 1 qui est dans le QCM sur lesquels sont responsables d'une IST. Dans le PILI, ils mettent que le VHC, il peut y avoir potentiellement peut-être des transmissions sexuelles s'il y a des rapports traumatiques. Du coup, Ouais, mais dans ce cas-là, alors pour moi, c'est pas une IST. On avait déjà eu, je crois, cette discussion l'année dernière. ouais, En fait, c'est pas sexuellement, en fait, c'est juste le fait d'avoir un contact sanglant qui pourrait se d'accord, faire ouais. avec strictement n'importe quelle autre partie du corps s'il y avait contact sanglant entre les deux personnes, dont une qui est infectée par le VHC. Mais pour moi, c'est pas à proprement parler une IST. J'avais vérifié dans le PILI. Parce que, Si tu veux, oui, vas-y. ouais, ouais, là, le PILI, il y a écrit genre transmission sexuelle possible, mais que Mm, s'il y a une co-infection, des rapports traumatiques, enfin, voilà. Mais c'était juste pour savoir, parce qu'après, si on a un QCM comme ça, ben, on le coche pas. Et après, si jamais on veut le mettre en point bonus, je pense, dans un dossier, on peut le mettre, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ah oui, oui, dans un dossier, tu peux. De toute façon, il n'y a pas de point négatif. Donc, dans tous les cas, tu Ok. ne prends pas de risque. Mais après, si tu veux, je peux. Ton pseudo sur le Discord, c'est le même ou c'est différent? Oui, Tu veux c'est que je moi, sache? moi c'est Youpi. Ok, ok, ok. Et ben, je re-regarde ça et puis je t'envoie un petit message Ok, pour te dire si j'ai voilà. trouvé autre chose. Et juste mais pour la grossesse, après, je sais pas, mais nous, je me rappelle, la prof de Hmm. Vivo, elle avait dit que c'était un peu compliqué chez la femme enceinte, justement, parce que enfin, c'était contre-indiqué. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était un peu warning, quoi. Qu'en gros, il n'y avait rien Alors, d'établi. Voilà. alors pour le CRAT, c'est clair pour eux. Ils disent vraiment que le profil de sécurité, il est clair, quoi. Je veux dire, il Ouais. n'y a aucun cas malformatif, donc pour eux, c'est bon. Deuxième, troisième semestre, trimestre, c'est tout bon. Je regarde juste sur le RCP, hop, pour voir s'il le contre-indique. Non, c'est pas une contre-indication du RCP non plus. Donc, Ok, d'accord. Bon, ben, c'est juste, voilà. j'avais ça pour rien, alors. Bon, ça va, je corrigerai. Mm, Mais top, merci mm. beaucoup pour la conf. Désolée pour les petites questions de dernière Ah minute. non, non, mais Voilà. t'inquiète, on est là pour ça. Salut, bonne Bonne, app. bonne après-midi.